Les trusts sont maîtres. La liberté les autorise à entretenir même une police privée. Les députés shérifs, qui n'hésiteront pas, comme ici à Marion, à se servir de gaz lacrymogène ou à tirer même sur les grévistes. Bilan, 10 morts, 30 blessés. La terrible dépression économique qui a sévi dans le monde entre 1930 et 1936, 6 millions de chômeurs en Allemagne, plus de 10 millions aux États-Unis, a engendré partout de violents conflits sociaux et politiques. De nombreux citoyens avaient perdu la confiance qu'ils avaient placée dans le système économique libéral et la démocratie. Et en Suisse, quelles ont été les principales répercussions de la crise sur le plan politique et syndical? Le microcosme chaudefonnier nous servira encore une fois de révélateur. Comme le Locle, Bienne, Grange, Winterthur ou Zurich, la Chaux-de-Fonds avait élu une majorité socialiste à la tête de la commune, et ceci depuis la Première Guerre mondiale déjà. Ainsi, les élections communales de 1930 confirmeront cette majorité qui disposera de 24 sièges sur 41, le reste étant attribué au Parti progressiste national, libéral ou radical. Dans une ville comme la nôtre, qui a tout de même des dimensions relativement petites, les rapports humains se lient beaucoup plus facilement, enfin sont beaucoup plus étroits d'une classe à l'autre que dans une grande ville. J'avais bien des amis qui étaient ouvriers, mon père aussi, et naïvement, ça me faisait croire que la barrière entre les classes n'existait pas. C'est que plus tard que je me suis rendu compte que les classes existaient, qu'il n'y avait d'ailleurs pas que des classes ouvrières et bourgeoises, mais il y a la classe des hommes, celle des femmes, il y a celle des citadins, celle des paysans. Notre société est divisée en classes, mais ça, je m'en suis rendu compte par la suite. Du temps de ma jeunesse, on avait plutôt tendance à nier l'existence des classes sociales, à penser que chaque ouvrier qui mettait l'ardeur nécessaire pouvait faire des études et puis arriver aussi bien qu'un fils bourgeois. On ne se rendait pas compte que les ouvriers qui arrivaient n'étaient jamais qu'une exception, tandis que toutes les chances étaient beaucoup plus grandes pour les fils de bourgeois. Les démocrates chrétiens et les radicaux, qui se partageaient le pouvoir au sein du Conseil fédéral depuis le siècle dernier, venaient d'accepter un représentant du parti paysan en la personne de M. Minger, qui deviendra chef du département militaire. Le Parti socialiste détenait plus du quart des sièges au Conseil national. Il était devenu le premier parti de Suisse après les élections nationales de 1928, mais se voyait refuser l'accès à l'exécutif fédéral par la coalition des partis traditionnels, malgré son désir de s'associer à la gestion des affaires du pays. Ce n'est qu'en 1943 qu'un socialiste, M. Ernest Knops, sera élu conseiller fédéral. Les élections des gouvernements cantonaux, basés sur le système majoritaire pour les cantons de Vaud ou Neuchâtel par exemple, avaient également interdit l'accès des représentants du Parti socialiste au pouvoir. Il faudra alors attendre les années de guerre pour que les socialistes puissent accéder à ces postes dans certains cantons. Est-ce que les luttes étaient âpres entre les partis dans ces années 30? Alors, je crois que comme partout, elles étaient assez âpres, n'est-ce pas? Nous avions toujours les yeux braqués sur ce qui se passait en France. Je me rappelle très bien qu'au moment du Front populaire, eh bien, on discutait aussi Front populaire chez nous. On se demandait si les occupations d'usines qui avaient lieu en France n'allaient pas se produire chez nous également. Il y avait une certaine inquiétude. Et les luttes étaient âpres. Le ton des luttes était un ton mauvais. Le gymnase de la Chaux-de-Fonds, dirigé alors par le professeur Lalive, était le théâtre de discussions souvent passionnées qui avaient trait à la situation mondiale ou aux événements politiques suisses. Les élèves, mes amis, mes camarades, étaient généralement tous issus de la bourgeoisie. Nos parents militaient dans les partis bourgeois. Et les professeurs, enfin une partie du corps enseignant, depuis que la commune était devenue socialiste, quelques dizaines d'années auparavant, enfin une dizaine d'années auparavant, beaucoup de ces professeurs étaient des socialistes et des socialistes militants. Et certains d'entre eux faisaient même une certaine propagande, maladroitement, ce n'étaient pas les plus intelligents, mais ils la faisaient. Alors ça nous révoltait, et il y avait souvent des divergences d'opinion,
des grondements parmi mes camarades. Enfin, nous n'admettions pas d'être endoctrinés. Je dois dire que la plupart des professeurs observaient une stricte neutralité, mais lorsque nous pouvions penser que ce n'était pas le cas, eh bien, nous nous révoltions. Il y avait en particulier un mouvement de jeunesse auquel je n'ai pas appartenu, mais bien de mes camarades en faisaient partie. C'était le mouvement de la jeunesse nationale qui tendait à cristalliser l'opposition bourgeoise à cet endoctrinement ou à cette influence de gauche qui aurait pu nous venir de nos professeurs. Et il y avait des bagarres, par exemple? Non, non, il n'y a jamais eu de bagarre, mais nous n'admettions pas que notre professeur d'histoire, par exemple, vante les bienfaits du marxisme, alors que nous n'étions pas marxistes. Quelles étaient les idées développées à l'intérieur des jeunesses nationales? Moi-même, j'en ai jamais fait partie. C'était surtout un mouvement d'éducation civique, de formation de la jeunesse. Enfin, il s'agissait de rendre la jeunesse attentive aux problèmes politiques de l'époque. Vous savez que ces problèmes étaient difficiles. Il n'y avait pas seulement la lutte entre les partis ouvriers et les partis bourgeois. On assistait à ce moment-là à la naissance du fascisme. Le fascisme, pour nous, il nous apparaissait sous un jour beaucoup moins noir qu'on peut le juger aujourd'hui. Beaucoup de gens se félicitaient de ce que, depuis l'apparition de Mussolini, les trains partaient à l'heure en Italie, n'est-ce pas? C'était surtout ce qui frappait les Suisses. Le reste, on fermait les yeux ou on l'ignorait. On n'était qu'au début du fascisme allemand. Dans les années 1934-35, on en ignorait encore tous les abus. C'est par la suite qu'on est devenu résolument anti-nazi et anti-allemand. Enfin, la manière dont les Allemands voulaient le devenir nazi. C'était un temps où on avait perdu la foi, non pas tellement dans la démocratie, mais dans le parlementarisme, et dans la sorte de parlementarisme qui était devenu celui des partis traditionnels. On ne croyait plus beaucoup aux partis traditionnels. Chez nous, le Parti radical et le Parti libéral avaient en grande partie fait place à un nouveau parti, le Parti progressiste national, le PPN, qui subsiste aujourd'hui encore. Et puis, chacun était un peu désorienté. En Allemagne, Hitler faisait appel à la jeunesse afin de mobiliser de grandes énergies pour la rénovation nationale qu'il promettait. In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft blank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. C'était l'époque des grands rassemblements politiques. Ainsi, en juin 1933, les jeunesses socialistes de Suisse allemande se retrouvent à Bienne et forment très vite une imposante manifestation. Léon Nicole, porte-parole roman de l'aile gauche du Parti socialiste, vient de subir 2 mois et demi d'emprisonnement pour sa participation aux événements sanglants du 9 novembre 1932 à Genève. Il sera interdit de séjour sur le territoire du canton de Berne alors qu'il devait prononcer un discours devant les jeunesses socialistes. Prétextant des troubles éventuels, le gouvernement bernois avait interdit la manifestation et fait mobiliser la troupe. Mais la rencontre aura lieu tout de même sans incident. Un sain retour à la nature, l'idéal socialiste, une balade sur le lac et sur les traces du rêveur Rousseau à l'île Saint-Pierre,
quelques thèmes développés au cours de ces journées, en alternance avec l'explication des mots d'ordre du parti. Un groupement de la jeunesse socialiste avait été créé à la Chaux-de-Fonds en 1926. Il était animé entre autres par M. Eugène Malléus. Pour montrer aux gens donc, le danger que courait la liberté et la démocratie, alors on organisait des manifestations dans la rue où l'un ou l'autre prenait la parole, soit sur la place de la Gare, soit devant la fontaine monumentale, etc. Voilà comment au fond, c'était les principales actions de la jeunesse socialiste. De grands rassemblements dans la rue étaient convoqués fréquemment par les organisations de gauche pour soutenir telle ou telle revendication. L'AVS, une politique d'aide aux chômeurs, contre la baisse des salaires, etc. Et ceci en dehors des traditionnels défilés du 1er mai, comme ici en 1935. Le Parti communiste suisse, né d'une scission avec le Parti socialiste en 1920, bien que très faiblement implanté en général, organisait aussi régulièrement des manifestations dans la rue, comme ici, à Berne, en 1934. Les partis communistes européens, dont la ligne politique était principalement déterminée par les décisions de la Troisième Internationale aux ordres de Staline, avaient pendant longtemps dirigé leurs attaques aussi bien contre le capitalisme que contre les partis socialistes, alors considérés comme traîtres à la cause ouvrière. Il faudra attendre l'échec subi par les forces communistes allemandes avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir pour que la Troisième Internationale fasse une difficile révision de sa ligne politique. Un courant unitaire se formera alors qui mènera à la création des fronts antifascistes où se côtoyaient communistes, membres des jeunesses socialistes et des sans-partis. Mais le grand Reich allemand qu'Hitler est en train de créer et sa politique impérialiste commencent d'inquiéter sérieusement l'Europe entière. Révision du traité de Versailles, retrait de l'Allemagne de la Société des Nations, rétablissement du service militaire obligatoire, interdiction de tous les partis ou organisations autres que national-socialistes, loi anti-juive, voilà quelques-unes des mesures que les nazis ont décrétées dans les mois qui ont suivi leur arrivée au pouvoir. Avec le réarmement intensif qui s'opérait alors, il devenait de plus en plus évident que l'Europe n'allait plus échapper à une nouvelle catastrophe. Désormais, des bruits de bottes martèleraient sans répit le pavé jusqu'à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, le danger de la guerre, le danger du fascisme devenait de plus en plus présent à l'esprit de la plupart des gens de la population de la Chaux-de-Fonds. En somme, le fascisme italien, ça n'avait pas tellement remué la population. Ça restait assez italien. Et d'autre part, il n'y a pas eu en Suisse tellement de réfugiés de l'Italie fasciste, tandis qu'au moment de la prise du pouvoir par Hitler, la prise de conscience a été beaucoup plus nette. Ça s'est peut-être accompagné d'un certain anti-germanisme assez latent en Suisse romande. Nous sommes très près de la frontière linguistique,
nous nous sentons parfois un petit peu envahis par les Bernois. Les paysans des alentours de la Chaux-de-Fonds sont pour la plupart des Bernois au départ germanophones. Mais évidemment, il y a une francophilie très très nette. Je pense que ça peut être joué un rôle. Enfin, on sentait venir la guerre, et c'est alors au moment, je pense, de la guerre civile espagnole que la prise de conscience a été la plus forte. Mais vous vous sentiez touché personnellement, pour votre région et pour la Suisse? Ah, certainement, et pour le monde. Évidemment, nous étions de jeunes intellectuels. Il n'y avait pas des intellectuels au front antifasciste, mais ils y jouaient un rôle assez considérable. Et comme très souvent, les jeunes intellectuels s'intéressent plus à la situation mondiale qu'à la situation locale. Je pense que certains d'entre nous, peut-être moi, vous savez, il y a déjà longtemps, mes souvenirs ne sont plus très exacts, certains d'entre nous étaient mieux renseignés sur ce qui se passait à Paris que sur ce qui se passait, par exemple, en Suisse allemande. Et je crois qu'on peut encore trouver des exemples aujourd'hui. L'idée de rénovation nationale au travers des doctrines fascistes et corporatistes installées au pouvoir en Italie et en Allemagne devait inspirer de nombreux groupements et fronts dans notre pays. Le plus important en Suisse romande était l'Union nationale de Georges Oltramar. Nous sommes pareils, voyez-vous, à ces mineurs qui creusent à coups de pioche un long tunnel pour faire sauter le bloc marxiste, pour vaincre la matière hostile. Nous avons frappé et frappé sans cesse. Il n'y a plus entre le jour et nous, entre le ciel et nous, qu'une mince paroi, et qui s'amincit jusqu'à en devenir diaphane. Allez les gars, encore un coup de pioche, et ce sera demain la trouée et Genève éternelle pourra passer dans un flot de lumière. Précédemment, il y avait une droite bourgeoise, si je puis dire, mais qui n'était pas fascisante, qui était conservatrice, qui était réactionnaire, mais pas fascisante. Je crois que l'extrême droite bourgeoise, finalement, acceptait les institutions démocratiques de la Suisse telles que nous les connaissons, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Mais à partir du moment où Mussolini a pris le pouvoir d'abord, mais ensuite surtout Hitler, certains éléments de cette extrême droite bourgeoise sont devenus des sympathisants, alors là, idéologiquement peut-être plus du fascisme italien que de l'hitlérisme. Parmi les gens d'extrême droite, il y en a qui essayaient de trouver même une voie suisse au fascisme pour imposer un certain ordre. Oui, c'est ça. Il y a eu donc les jeunesses nationales, il y a eu un petit journal neuchâtelois qui était fascisant, pour employer un mot facile, mais je crois que si on voulait définir exactement sa tendance, ça serait plutôt salazarien. Ça s'appelait l'Ordre national neuchâtelois. Et les deux rédacteurs en chef de ce petit journal étaient Eddie Bauer, qui a été pendant très longtemps professeur d'histoire à l'université de Neuchâtel, spécialiste de la guerre des blindés, officier d'état-major, etc. Et l'autre, un journaliste qui vit encore et qui a souvent écrit des éditoriaux, d'ailleurs intéressants, même si je ne suis pas d'accord avec lui, dans la feuille David de Châtel, et qui s'appelait René Bréchet, qui était un chaux-de-fonnier, qui fait ses études au gymnase de la Chaux-de-Fonds, et qui était un camarade d'études de gymnase d'André Corsement, devenu un chef de l'extrême gauche. Qu'est-ce qui vous séparait à ce moment-là de ces personnes d'extrême droite au niveau des idées? Oh, le clivage gauche-droite était extrêmement sensible. Et
je pense qu'il y avait vraiment un fossé à ce moment-là. Il n'y avait pas la moindre collaboration possible. Évidemment, La Chaux-de-Fonds est une ville de tradition ouvrière, comme on dit, socialiste, depuis fort longtemps. Et idéologiquement, les plus conscients d'entre nous voyaient bien qu'il y avait, même en Suisse, un danger fasciste. Les frontistes, proprement dit, les frontistes du Front National, Henn et compagnie, étaient peut-être moins dangereux parce que ça se passait surtout en Suisse allemande. En revanche, les partisans de Georges Géo Oltramar, cela nous paraissait extrêmement dangereux. Et c'est là aussi que le 9 novembre 1932 a agi comme une sorte de révélateur. Mais ils étaient dangereux, pourquoi? Ils étaient dangereux pour la vie même d'un certain nombre de citoyens, pour les idées qui nous étaient chères, même pour la démocratie bourgeoise suisse, mais surtout pour la démocratie plus progressiste que nous espérions instaurer un jour. L'Ordre national neuchâtelois, mouvement d'extrême droite, dirigé à La Chaux-de-Fonds par le député libéral Eugène Bourquin, organise une conférence dans cette ville le 18 septembre 1934. Le Parti communiste et le Front antifasciste mettent alors sur pied une contre-manifestation qui devait se terminer par de sérieux accrochages entre manifestants et membres du mouvement. L'Ordre national neuchâtelois avait décidé de faire une conférence au théâtre de La Chaux-de-Fonds. Messieurs René Bréchet et Eddy Bouher sont venus, et le Front antifasciste a décidé, en mon absence d'ailleurs, puisque j'étais étudiant à Genève, de s'opposer à cette conférence et d'empêcher, par des moyens pacifiques, par des cris, peut-être par des quolibets, d'empêcher de parler ces messieurs à La Chaux-de-Fonds, considérant, avec quelques raisons, que dans une ville ouvrière comme La Chaux-de-Fonds, gravement touchée par le chômage, l'arrivée de ces messieurs fascisants, disons, était une sorte de provocation. Quel était le public de messieurs Bréchet et Bouher? Eh bien, justement, la gauche à La Chaux-de-Fonds est très nettement majoritaire, et la salle était remplie, je pense au moins aux 3/4, peut-être au 7/8, de membres ou de sympathisants de la gauche et du Front antifasciste. Et il est parfaitement vrai qu'on les a empêchés de parler, ce qui n'est peut-être pas totalement démocratique. On a crié si bien, si fort que le propriétaire de la salle, c'est-à-dire celui responsable, est venu sur la scène, il leur a dit qu'il fallait qu'ils s'en aillent, que la séance était supprimée. Après quoi, bon, on a su qu'ils étaient allés au buffet de la gare au premier étage, alors on a siégé le buffet, et puis on a dit au patron du buffet de les faire sortir. Le patron du buffet, c'était son rôle, il a refusé de le faire, mais pour finir, ils sont sortis d'eux-mêmes par derrière, par-dessus le quai de la gare, puis on les a rattrapés, puis on a reconduit ces 2-3 personnages où ils voulaient aller, c'est-à-dire Eddy Bouher pour aller, je pense, vers son auto, je ne me rappelle plus exactement, et le docteur Bourquin qui était à pied, on l'a reconduit le long du podium, jusqu'à son cabinet. Il y a eu certains, parce que c'est comme ça dans toutes les manifestations qui groupent 2, 3, 4 000 personnes, certains voulaient le tabasser. À ce moment-là, la police est intervenue, la justice est intervenue, il y a eu un procès qui a eu lieu au mois de janvier 1935 et dans lequel j'ai été impliqué. Bon, je dois vous dire que je suis d'un tempérament assez calme et qu'en fait, je ne dis pas ça pour me disculper, moi je n'avais pas crié, j'assistais là, mais enfin, la police avait mon nom parce que j'étais l'un des responsables et des correspondants du Front antifasciste. Et vous avez été condamné? Non, j'ai été acquitté, avec la plupart des militants d'ailleurs,
condamné, si l'on veut, à une petite partie des frais de justice qui devaient se monter à 20 ou 30 francs, je ne me souviens plus. C'était l'époque aussi où de grandes campagnes anti-soviétiques étaient lancées en Suisse par une certaine ligue anticommuniste qui diffusait un film intitulé La peste rouge. Ce montage de documents évoque, à sa manière, l'histoire du mouvement communiste dans le monde et en Suisse. Ainsi, après avoir décrit la révolution russe, ce film parle de la guerre d'Espagne. Und weiter marschiert das Elend. Und weiter marschiert das Leid. Das sind die Früchte der Volksfront in Spanien. Aber was hat dies alles mit der Schweiz zu tun? Ein Netz von kommunistischen Zellen, von sportlich und kulturell getarnten Hilfsorganisationen überzieht heute die ganze Schweiz. An der Spitze dieser Organisation steht Herbert Droh, Mitglied des Exekutivkomitees der Komintern und neuerdings zur Freude und Ehre Moskaus schweizerischer Nationalrat. Er leitet den kommunistischen Propagandaapparat, der über fast 50 Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierte und Revuen verfügt. Die rote Fahne, das Banner der bolschewistischen Weltrevolution, wird kurzerhand mit dem Schweizer Kreuz übermalt und damit wird das weiße Kreuz im roten Feld, das die Sozialdemokraten und Kommunisten jahrzehntelang verhöhnten, zur Tarnung der marxistischen Internationale missbraucht. Und die Tarnung hat Erfolg. Schon marschieren in unserem Lande Marxisten und Linksgerichtete Arm in Arm der Volksfront entgegen. Und damit stehst du, Schweizer, vor der verantwortungsschwersten Entscheidung. Schweizer, willst du den Frieden deiner Heimat oder das Chaos, das der Volksfrontpolitik überall folgt? Willst du, dass Arbeit und Handel in deiner Heimat blühe? Oder willst du, dass Aussperrung und Streiks die Wirtschaftskraft des Landes vernichten? Willst du, dass weiterhin auf den Gipfeln deiner Berge das Kreuz errichtet wird? Oder willst du,
dass auch in deiner Heimat das Kreuz fällt? Willst du die Unantastbarkeit und Heiligkeit deiner Gotteshäuser? Oder willst du, dass auch bei dir die Kirchen zerstört, die religiösen Symbole entweiht werden? Willst du weiterhin zum Schutz deiner Freiheit Aug und Hand in friedlichem Wettstreit üben? Oder soll dein Gewehr zum Bruderkrieg missbraucht werden? Nein, Schweizer. Solange diese Berge stehen, solange das Rütli besteht, kann es zwischen Schweizertum und Marxismus nie und nimmer eine Brücke geben. Un ancien président de la Confédération, Jean-Marie Muzy, qui fut de 1919 à 1935 chef du département des finances et des douanes, était à la tête de la Ligue anticommuniste. C'était un personnage extrêmement prenant, extrêmement séduisant, parce qu'il était pittoresque, il était plein de saveur, il était resté non pas tellement fribourgeois que gruyérien. C'était un véritable gruyérien, on ne pouvait pas l'être plus que lui. Et alors il avait, par exemple, c'était pas son seul trait de caractère, mais je crois qu'il le dépeint bien, il avait gardé ce caractère des gens de ce pays, n'est-ce pas, qui savent bien que certaines lois existent, mais qui ne les observent pas toujours. Par exemple, conseiller fédéral, il faisait encore du braconnage. C'était connu qu'il partait le dimanche, s'il avait envie d'aller tuer un chamois, il allait tuer un chamois. Et lui-même, dépositaire d'une partie du pouvoir politique, ça lui était complètement égal qu'on le critique à ce sujet-là. Et alors il avait ces désinvoltures très souvent à l'égard de beaucoup de gens et beaucoup d'institutions. Et il a toujours pris des libertés que personne n'a pris dans ce pays. Il était certes intelligent, il était peut-être d'une culture un peu récente, pas très affinée, de telle sorte qu'il montait un peu facilement dans certains bateaux. M. Muzy avait de la sympathie pour le régime moussolinien. Il en a eu plus encore plus tard pour le régime du chancelier Dollfuss en Autriche et pour le corporatisme. Pour finir, M. Muzy a cru, à un moment donné, quand les groupements de jeunes se sont rassemblés pour collaborer et lancer une initiative tendant à la révision totale de la Constitution, entreprise qui a lamentablement échoué d'ailleurs pour notre bonheur, il a cru que le moment était venu de frapper un grand coup et il a pris un prétexte pour démissionner d'une manière très voyante, étant convaincu, là je donne mon témoignage personnel de nouveau, étant convaincu qu'il rentrerait quelques mois plus tard au Conseil fédéral avec une équipe entièrement renouvelée et portée par les fronts, c'est-à-dire par les organisations fascistes, corporatistes de Suisse allemande. Il s'est passé quelque chose de tout à fait différent, c'est qu'il n'est jamais rentré au pouvoir, il est rentré au Conseil national, il n'y a pas joué de véritable rôle, il croyait qu'il allait bousculer beaucoup de choses, il n'y est pas arrivé. Et il s'est enferré alors à ce moment-là, sentant que le terrain lui échappait en Suisse, s'est enferré dans le mouvement anticommuniste international, collaborant à l'élaboration, à la diffusion d'un film qui s'appelait La Peste Rouge. Et il était très en contact à ce sujet avec des milieux allemands qui ne pouvaient être à l'époque que des milieux hitlériens. Et il a perdu là la popularité qu'il avait avant et il a fini sa vie d'une manière extrêmement solitaire. Le 25 janvier 1937, M. Muzy est attendu à la Chaux-de-Fonds où il doit prononcer un discours sur le thème « Pourquoi le communisme est impossible en Suisse ». C'est le docteur Bourquin et les Jeunesses nationales
qui organise cette conférence publique à la salle communale de la Maison du Peuple. Le Front antifasciste délègue le professeur André Corsevant en tant que contradicteur. Alors, Muzy, qu'est-ce qu'il venait dire aux chaudefonniers? Il venait dire aux chaudefonniers qu'il y en a qui chômaient depuis 10 ans, ou 7 ou 8 ans. Il venait leur dire qu'il fallait avoir une vie simple. Ben, à part les fous, on ne va pas raconter, à moins d'être fou, quoi. On ne va pas raconter à des types qui crevent de faim depuis 10 ou 12 ans qu'il faut avoir une vie simple. Ça, c'était, au fond, une preuve d'inintelligence de Muzy, où, naturellement, il ne venait pas dire que ça, il venait aussi dire que la Russie était peuplée d'assassins avec des couteaux dans la bouche, qu'ils allaient bouffer le monde entier, etc. Seulement, ce que ne disait pas Muzy, qui bouffait du communisme tous les jours, il ne disait pas que la Suisse était dans une tenaille, au milieu d'une tenaille, qui avait à ces deux frontières, entre l'hitlérisme et le fascisme. Alors ça, il ne le disait pas, parce que, naturellement, il était probablement prêt à s'aligner. D'ailleurs, ces conférences étaient si peu estimées que le Conseil fédéral y avait déjà dit de les arrêter. Alors, il vient quand même ici, il fallait s'attendre donc à certains remous. Je n'étais pas entrée dans la salle puisque les portes étaient fermées au public, que seuls les invités de M. Muzy avaient pu y pénétrer. Et mon mari, avec ses amis du comité du Front antifasciste, y était entré, enfin, un chemin lui étant fait par la police. J'ai donc assisté au commencement de l'agitation qui s'emparait de cette foule maintenue hors de la salle et qui se sentait, au fond, bernée, puisque une conférence publique avait été annoncée sur un sujet qui était important et dont elle sentait bien que l'importance dépassait au fond le titre. Parce que dans cette foule, il n'y avait certainement pas que des communistes, loin de là. Il y avait beaucoup de socialistes, il y avait beaucoup de sans-partis, il y avait surtout beaucoup de chômeurs. Et toute cette population sentait que dans la salle allait se discuter un problème qui allait bien au-delà de l'interdiction du Parti communiste, qui allait jusqu'à, au fond, la guerre contre les libertés démocratiques. Les gens qui attendaient là depuis 8h moins 20 à 8h30, ils ont commencé d'en avoir marre, ils ont poussé la police contre les portes, les agents ont été un peu bousculés, comme ils n'avaient pas l'habitude de ces choses-là à cette époque, ils ont lancé un pétard lacrymogène ou deux, ce qui était d'une intelligence absolue, et puis ça a continué à pousser, les agents amateurs, ils n'en pouvaient rien, ils montaient un peu contre les portes, poussés par les gens. À ce moment-là, on a décidé, donc, dans quelques responsables qu'on n'avait pas pu entrer de la salle, qui étaient dehors, de prendre la parole pour dire aux gens de ne pas appuyer trop sur les agents, qu'ils avaient reçu des commandements, qu'ils n'en pouvaient rien, puis en tout cas que ça ne servait à rien de vouloir entrer dans la salle puisqu'il n'y avait plus de place. Alors, naturellement, dans ce discours, on n'a pas aussi dit ça. On a aussi dit que le fascisme était un danger, on a aussi dit que l'hitlérisme était un danger, et puis qu'il fallait donc s'unir pour empêcher que toute idée de genre se développât en Suisse, qu'il fallait absolument tuer ce genre d'idées. Alors quand on a dit qu'il fallait tuer ce genre d'idées, on nous a dit qu'on avait dit qu'il fallait tuer les fascistes. C'était tout à fait... Donc c'était pas du tout ce qu'on avait dit. La conférence se termine et de violents accrochages éclatent à la sortie des Jeunesses nationales formées en cortège. En pleine bagarre, le docteur Bourquin s'écroule et meurt quelques instants après. Nous avons été avertis assez tard, vers 2h du matin peut-être, par un petit caillou lancé contre la fenêtre. Je suis allée ouvrir, me demandant ce qui pouvait se passer, et un groupe de camarades était là, criait « Viens nous ouvrir !» Le docteur Bourquin est mort. Je pensais que la surprise était assez grande et assez désagréable. Nous avons tout de suite compris que les conséquences pourraient être assez graves
et pour la classe ouvrière, pour les partis ouvriers à la Chaux-de-Fonds. Pour les organisations nationalistes et la plupart des journaux de Suisse romande, l'assassinat du docteur Bourquin par des manifestants communistes ne fait aucun doute. Mais une autopsie devait très vite révéler qu'il n'en était rien et que l'animateur des Jeunesses nationales avait succombé à une crise cardiaque. D'imposantes funérailles seront organisées le 28 janvier 1937. Plus de 60 manifestants avaient été appréhendés dans la nuit et la matinée qui ont suivi la mort du docteur Bourquin. 48 d'entre eux seront condamnés en juillet 1937 à 158 jours de prison au total et à 500 francs d'amende. Un avocat de la défense, maître André Sandeau, se souvient. Vous avez cru vous-même à l'assassinat du docteur Bourquin? Jamais. Jamais. J'ai pensé qu'il y avait eu une bagarre et qu'au cours de cette bagarre, il était peut-être malencontreusement tombé. Par la suite, on a su qu'en réalité, il avait succombé à une crise cardiaque qui très certainement l'aurait assali à cette époque-là, peut-être quelques jours après, les événements de la soirée et les émotions ressenties au cours de cette soirée ayant peut-être avancé, hâté ce dénouement qui était inévitable, à dire médical. Est-ce qu'on en a fait un procès politique? Bon, écoutez, je crois que je peux dire en toute tranquillité qu'on a tenté de le faire. Quand je dis « on », je pense la bourgeoisie neuchâteloise qui a vu là une occasion rêvée, et qui d'ailleurs a eu momentanément raison, de se débarrasser du communisme. Momentanément raison dans ses calculs, pas dans la justesse que je conteste de la manœuvre à laquelle elle s'est livrée alors. Est-ce que la défense a été dure dans ce procès? Non, pas particulièrement. C'est l'instruction judiciaire qui avait ramené l'affaire à ses justes proportions, c'est-à-dire un chahut de rue, des manifestations bruyantes, tapageuses, mais pas une émeute ou une tentative d'émeute, pas d'usage d'armes dangereuses, mais simplement une sorte, disons, de bagarre due à l'excitation du moment. C'est en mai 1936 que le Parti communiste chaudefonnier avait fait son apparition sur la scène politique locale en présentant pour la première fois une liste lors de l'élection du Conseil général. Il obtint 5 sièges au détriment des socialistes. Cela se passait une semaine après la victoire du Front populaire en France. Mais de vastes campagnes sont organisées en Suisse pour l'interdiction de ce parti. La caricature du Parti communiste a toujours existé. C'était l'ABC de la politique bourgeoise. On ne se donnait pas même la peine de chercher des arguments vrais en caricaturant. Et il faut bien dire qu'une partie de l'opinion publique était trompée par cette caricature. Quelle était la ligne générale du Parti communiste suisse vis-à-vis de la crise et notamment de ses effets sur les ouvriers? Défense des chômeurs, que nous sentions pouvoir être la proie du fascisme et qu'il nous semblait essentiel de soutirer à l'influence fasciste, et autrement, sur toute la ligne, défense de la démocratie, face au danger nazi qui était à la porte. Et pourtant, dans vos statuts, il y avait la dictature du prolétariat. Pourtant, dans nos statuts, il y avait la dictature du prolétariat. C'est un problème qui a offert des difficultés à certains partis, qui n'en offrent pas, je crois, à des communistes qui comprennent qu'on ne fait pas tout en un jour. À ce moment-là, il y avait une chose urgente, c'était défendre notre démocratie. Nous sentions très bien, tout le monde l'a compris plus tard, mais nous sentions très bien que la démocratie suisse était infiniment supérieure pour nous et pour chacun de nos concitoyens à un régime fasciste qui aurait pu s'instaurer ici. Et nous avons donc braqué toutes nos forces dans cette direction, regroupement du peuple suisse contre un danger fasciste.
Une loi portant interdiction des organisations communistes ou subversives est adoptée en février 1937 par le Grand Conseil neuchâtelois à la suite de l'affaire Bourquin. Un référendum est lancé contre cette loi, mais elle sera acceptée à une forte majorité en votation populaire en avril 1937. Les cantons de Genève, Vaud, Uri, Schwytz et Bâle-Ville interdiront également le Parti communiste, alors qu'aucune mesure n'était envisagée contre les organisations d'extrême droite. Mais pourquoi ces interdictions? Il faut distinguer deux choses. Il y a eu des influences étrangères très certaines, et ceci dans deux sens. L'opinion publique chez nous a malgré tout été très frappée par le Front populaire en France, par la guerre d'Espagne, par divers événements qui ont été considérés comme des éléments de désordre dans le continent que nous habitons. D'autre part, il est très certain qu'une certaine propagande venant des pays de l'Axe, particulièrement de l'Allemagne, où le pouvoir nouveau s'est installé sur la base de l'anticommunisme, n'a pas été sans répercussions chez nous, et répercussions assez graves. Il y a d'autre part une chose sur laquelle je pense qu'il faut insister. C'est que l'image que nous offrait le communisme international et l'URSS en particulier n'est pas du tout celle qu'elle nous offre actuellement. C'était un État, l'URSS, un État impérialiste qui voulait porter la révolution dans les autres pays. Résumons le problème en deux mots. La notion de coexistence pacifique n'était pas née et le terme était inconnu et cette politique n'était pas encore adoptée par le gouvernement soviétique. Ce qui change tout par rapport à la perspective que nous avons actuellement. Sur le plan interne de la Suisse, il faut tenir compte d'un autre élément, c'est que alors que s'opérait un rapprochement en Suisse allemande entre le socialisme et les partis du centre, en Suisse romande, le parti de gauche, le plus grand parti de gauche, était sous la coupe de Léon Nicole, qui, lui, intransigeant, continuait sur la vieille tendance du grand chambardement, de la révolution, de la violence, de la dictature du prolétariat. Et évidemment, cette tendance-là a nourri la peur qu'on éprouvait dans d'autres milieux. En 1940, le Conseil fédéral interdira tous les mouvements extrémistes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Bien avant ces interdictions, Jules Humbert Drault, alors secrétaire général du Parti communiste, s'était vu interdire des conférences ou des réunions à maintes reprises, tout comme d'autres orateurs politiques. Ainsi, le professeur André Corsevant, animateur du Front antifasciste Chaudefonnier et membre du Parti socialiste, se verra supprimer le droit d'enseigner au gymnase à la suite de ses prises de position et de sa participation à la conférence de Jean-Marie Muzy. Il faut comprendre que nous avons vécu une époque réellement empoisonnée par les miasmes du fascisme. On avait perdu son sang-froid, sa capacité de jugement objectif. L'objectivité, c'est la recherche de la vérité. On ne recherchait pas la vérité. On accusait, on grossissait les accusations, on pratiquait la guillotine sèche, on mettait des gens à la porte. Et le fait qu'on les mettait à la porte justifiait devant l'opinion, il faut qu'il ait fait quelque chose pour qu'on les ait mis à la porte. Ou on vous enfermait, je ne sais pas, j'ai été par exemple 30 et quelques jours en prison après, parce qu'accusé d'avoir favorisé le départ de Suisse pour les brigades internationales en Espagne. Eh bien, les gens disaient, ah, c'est donc qu'il a fait quelque chose puisqu'il a 30 jours de prison. Et les chômeurs ou les autres travailleurs suisses qui étaient allés en Espagne prenaient 15 mois de prison pour avoir été luttés pour défendre la démocratie. C'était l'ambiance à ce moment-là. L'ordre primait le pain. Les démocraties voulaient être fortes plutôt que justes. C'était ça à l'époque. Le comptoir à Lausanne était souvent l'occasion pour un conseiller fédéral d'exprimer publiquement la position de notre plus haute autorité sur telle ou telle question. Ainsi s'exprimait le chef du département de l'économie publique en 1938, le conseiller fédéral Hermann Obrecht. Vaudois, chers confédérés,
pour la seconde fois, dans l'espace d'une année, l'honneur m'échoit d'apporter le salut du Conseil fédéral à l'imposante Assemblée réunie au comptoir suisse. Cette année, mesdames et messieurs, le salut du Conseil fédéral est empreint des sérieuses préoccupations qui assaillent le gouvernement du pays. Dans son ensemble, la situation politique du monde ne se présente pas sous un aspect réconfortant. Je ne parlerai pas du danger de guerre, ne serait-ce que pour ne pas m'exposer aux reproches d'exagération. Nous constatons qu'ils ne tiennent aucun compte des usages internationaux et de la situation particulière dans laquelle la Suisse se trouve du fait de sa neutralité. Chez nous, messieurs, chaque citoyen peut exprimer librement son opinion, mais il n'a pas le droit d'abuser de cette liberté en commettant des excès, en manquant de tact ou en se mêlant de questions qui sont vitales pour d'autres peuples. Elle n'est pas de bonne tradition suisse, la présomption avec laquelle certains orateurs et rédacteurs s'érigent en censeurs de la politique suivie par des États voisins et se laissent même aller assez souvent à des écarts de langage offensants et provoquants. Messieurs, ce n'est pas ainsi qu'on respecte la dignité d'une démocratie éprise de liberté. L'Allemagne vivait à l'heure des fastes nazis. L'industrie tournait à nouveau à plein rendement. Chaque inauguration d'un tronçon d'autoroute, ou comme ici la sortie de la première voiture populaire qu'Hitler avait promise à chaque Allemand, était l'occasion de vastes manifestations, parfaitement mises en scène par l'appareil de propagande du parti. Très rapidement, cette propagande se mettra au service d'une idée fixe: galvaniser les énergies pour augmenter la production d'armes et préparer les esprits à la conquête d'un espace vital pour l'Allemagne et à la domination du continent européen. Quelles étaient les relations que le Conseil fédéral entretenait avec les dictatures fascistes et nazies? Les relations avec l'Allemagne, elles ont toujours été correctes, relations diplomatiques normales, mais très froides. Il n'y a jamais eu la moindre chaleur dans les relations entre les deux pays. Il n'y avait pas de visite officielle de personnages d'un des pays dans l'autre. On ne se voyait au fond pas. Cela se passait par écrit ou bien par le truchement des diplomates. Et on s'efforçait d'être aussi correct que possible, de ne pas se livrer à des débordements d'opinion qui auraient pu exciter la colère d'un grand chef d'État. J'appelle grand à cause de sa puissance, pas à cause de la grandeur de son esprit, qui, sur un coup de colère, aurait pu jouer un très vilain tour. Et c'est là que M. Motta était l'inspirateur d'un arrêté fédéral qui a ceci de très particulier, c'est qu'il n'a jamais été publié, qui a été mis en vigueur, mais il n'a jamais été publié, qui prévoyait un certain nombre de sanctions contre les journaux et contre les journalistes qui
se livrait à des propos trop violents contre le national-socialisme, enfin contre les États étrangers et contre les chefs d'État étrangers d'une manière générale. La politique généralement pratiquée par le Conseil fédéral à l'égard de nos voisins et de certains Suisses qui regardaient avec envie l'ordre nouveau qui régnait dans ces pays est actuellement l'objet de sérieuses remises en cause. Certains historiens reprochent en effet au Conseil fédéral un manque de fermeté à l'égard de ces régimes et de leurs sympathisants dans notre pays. Avec l'Italie, les relations étaient différentes. On ne le comprend plus beaucoup aujourd'hui, mais je crois qu'on a oublié ce qu'a été en ses débuts et en son milieu le fascisme italien et surtout la personne de Mussolini. Quand même pas oublier que Mussolini était un homme qui témoignait ouvertement de l'amitié à la Suisse et qui ne cachait pas que ce qu'il craignait le plus, c'était une hégémonie allemande et national-socialiste par-dessus tout. Rappelez-vous qu'il a empêché une fois un premier Anschluss de l'Autriche en emmenant ses troupes sur le Brenner. N'oubliez pas qu'à la conférence de Stresa, il était quand même encore là, tâchant de trouver un modus vivendi avec les Occidentaux pour faire une alliance économique ou même politique dont l'Allemagne ne ferait pas partie. Et nous savions, car il le disait, qu'il ne désirait pas avoir avec l'Allemagne une frontière commune plus longue que celle qu'il avait déjà. Et alors, M. Motta a fait confiance à Mussolini. Dieu sait que certains éléments italiens nous menaient la vie dure. Il y avait des irrédentistes au Tessin. Il y avait des gens qui ouvertement voulaient aboutir au rattachement du Tessin à l'Italie. Et M. Motta a toujours été, lui, patriote tessinois, a toujours été très opposé à des tentatives de ce genre, a protesté à Rome avec fermeté, mais s'est tranquillisé assez vite en se disant bon, ce sont des zélateurs, il faut les tolérer, quoi, il faut s'en accommoder, hélas. Mais tant que Mussolini sera là, nous n'avons rien à craindre. Puis alors il y a eu cette faille dans le caractère, dans la santé physique et morale de Mussolini, qui en a fait un homme tout à fait différent, de telle sorte que la confiance qu'on pouvait avoir en lui a été ruinée. Est-ce qu'on s'en est rendu compte assez tôt? C'est de cela qu'on peut éventuellement douter. Un peuple uni, une nation forte, un Reich dominateur, telles étaient les idées ressassées à longueur de journée aux millions d'ouvriers allemands regroupés au sein du Front du Travail, slogan qui allait bientôt faire trembler l'Europe entière. Denn dieser Tag, dieser 1. Mai, der glanzvolle Feiertag der Wiederauferstehung des deutschen Volkes aus ewiger Zerrissenheit, Zersplitterung, gegenseitigem Nichtverstehen und gegenseitigem Kampf. Es ist der glanzvolle Tag der Aufrichtung einer neuen großen Volksgemeinschaft, die über alle Gebiete hinweg sich breitet, die Stadt und Land zusammenfasst, Arbeiter, Bauer, intellektuelle, geistige Arbeiter zusammenfügt zu einer Gemeinschaft und über allem stehen lässt des Reiches Wehr und Waffen. Devant la menace nazie, de profonds bouleversements vont s'opérer en Suisse dans la vie politique et syndicale. Mais quelle était alors la doctrine de l'Union syndicale suisse face aux problèmes engendrés par la crise économique? Le nombre considérable de chômeurs, disons, dans le monde et chez nous aussi en Suisse, a fait que les organisations syndicales ont essayé, disons, de donner sur le plan économique une direction
un peu différente, disons, du système libéral intégral dans lequel nous vivions à l'époque, et qui faisait faillite. Il ne faut pas oublier que le système faisait faillite. Et alors, les syndicats ont essayé, disons, par des multiples interventions, de chercher à obtenir, disons, du pouvoir économique et du pouvoir politique aussi, des améliorations, mais qui auraient permis, disons, de remettre en marche certains rouages qui étaient rouillés. La crise menaçant de plus en plus notre économie et nos finances fédérales, une vague déflationniste submerge la Suisse. Le Conseil fédéral publie en mars 1932 ses directives d'économie publique et préconise une baisse des prix et des salaires afin de relancer le commerce. Il écrit notamment ceci: « Vraisemblablement, le peuple suisse ne pourra plus à la longue faire face au train d'existence auquel il s'est habitué et il sera obligé de vivre plus simplement. » Une loi est alors votée par le Conseil national portant sur une baisse de 7,5% des traitements du personnel de la Confédération. Et de nombreuses entreprises privées vont suivre cet exemple. À notre sens, disons, de prendre uniquement comme, disons, comme remède, les bas salaires. Moins il y avait d'argent, moins il y avait de travail, moins on pouvait acheter. Et alors, insensiblement, plus les salaires baissaient, moins il y avait de possibilités d'achat. Les syndicats lanceront alors un référendum contre la loi fédérale et le 28 mai 1933, le peuple suisse refusera cette baisse du traitement du personnel de la Confédération. Les chômeurs, les ouvriers de l'industrie privée vont voter la baisse des traitements des fonctionnaires par envie, par jalousie, parce que les fonctionnaires à l'époque étaient les seuls qui avaient une sécurité sociale, avec un système de pension modeste, qui en était à ses débuts, mais enfin, malgré tout, un système déjà de sécurité sociale. Et le résultat était complètement différent. C'est qu'au contraire, ceux qui étaient touchés par la crise, chômeurs complets, chômeurs partiels, avec tout ce que la comporte encore d'autres victimes de la crise, ont voté pour le maintien des traitements des fonctionnaires par solidarité. Et ça a été une des grandes surprises de l'époque, c'était un retournement d'opinion publique. Jamais les fonctionnaires n'avaient été aussi populaires que cela avant. La politique déflationniste fut également sensible dans l'industrie horlogère, puisque l'on devait enregistrer des écarts de salaire de 15 ou même 18%, suivant les qualifications ou le sexe de l'ouvrier entre 1930 et 1936. De nombreuses manifestations seront d'ailleurs organisées par les syndicats pour lutter contre la baisse des salaires. Et sur les quelques 300 grèves qui ont éclaté durant les années 30, la moitié d'entre elles auront cette question comme revendication principale. C'est l'industrie du bâtiment qui fut la plus touchée par les mouvements sociaux. Quelles étaient alors les relations que la FOMH, Fédération des syndicats de l'horlogerie et de la métallurgie, entretenait avec les organisations patronales? Les relations du patronat horloger, du patronat des montagnes neuchâteloises, mais plus particulièrement du patronat de La Chaux-de-Fonds, ont toujours été excellentes à l'époque précédente avec les ouvriers. En fait, c'est un des seuls patronats qui avait conclu des conventions déjà avec les organisations ouvrières en 1924, conventions qui d'ailleurs par la suite ont été dénoncées au moment où nous sommes arrivés dans les années de crise. Cette détérioration a duré, oui, jusqu'au moment où nous avons, mais alors là, non plus sur le plan chaux-de-fonnier, mais sur le plan général, en Suisse, nous avons passé les conventions qui ont abouti, la première convention, qui était celle de 1937. C'est une convention qui a été imposée par le gouvernement fédéral, une convention qui mettait un régime de paix absolu, mais pour un temps donné, relativement bref, à la suite d'une grève des cadrans. Je rappelle que
les organisations ouvrières qui souhaitaient, après les années de crise, restaurer l'industrie horlogère. Les organisations ouvrières avaient, elles, à ce moment-là, posé des revendications très précises. Ces revendications posées sur le plan suisse n'ont pas été acceptées d'emblée et, à un moment donné, pour faire la pression nécessaire, les ouvriers d'une fabrique de cadrans de Bienne se sont mis en grève et les ouvriers des autres fabriques de cadrans des montagnes de Châtelois se sont mis en grève aussi. Cette industrie du cadran a été choisie en fonction de son importance dans l'exportation, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas exporter des montres sans y mettre un cadran. Et alors, comme cette industrie n'était pas très grande, disons en nombre de personnes occupées, ça nous coûtait moins cher pour les secours de chômage et ça bloquait l'industrie horlogère. Nous avons constamment serré les coudes, jour après jour, de façon qu'il n'y ait pas de faille. Et souvent, nous organisions, selon le temps qu'il faisait, des petites séances de pique-nique à la forêt et au son d'un accordéon. On organisait des valses, des petites danses à l'orée de la forêt pour maintenir ces gens dans de bonnes dispositions. La grève du cadran prendra fin le 27 mai 1937 par la signature d'une convention réglant les relations de travail dans toute l'industrie horlogère. Cet accord porte sur la garantie de salaire minimum, règle les horaires de travail et les vacances, et pour la première fois, on parle de paix du travail à un échelon national. Un accord semblable venait d'être signé dans le bâtiment. Chaque industrie se verra bientôt dotée de telles conventions. Cette politique de discussion entre partenaires sociaux marquera un pas important dans l'évolution du mouvement syndical suisse. L'idée du consensus national était née. Elle demeure encore de nos jours. Cette discussion de la convention de paix n'a pas été très simple. Nous étions bien dans ce climat d'une paix imposée, mais nous allions devoir passer de cette paix imposée par le gouvernement fédéral à une paix négociée. Et c'était quelque chose de très différent. Et j'ai fait partie de cette commission de négociation, une toute petite commission qui représentait du côté patronal la Chambre suisse d'horlogerie et ses sections, et du côté ouvrier essentiellement la FTMH. Je suis aujourd'hui malheureusement le dernier de ces négociateurs. Il y avait là René Robert qui était le grand secrétaire de la FOMH, il y avait M. Giraud, et il y avait un de mes collègues qui était secrétaire à ce moment-là de l'association cantonale bernoise des fabricants d'horlogerie, qui est devenu par la suite directeur de la FH, c'était Lucien Clerc. Et c'est à 4 que nous avons mis au point le texte de cette première convention, dite de paix, convention négociée et non plus imposée. C'était pas la paix, loin de là, parce qu'il a fallu toujours bagarrer pour obtenir des améliorations, avec toujours des risques de voir ces conventions disparaître. Donc, et le fait que nous avons admis qu'il n'y aurait pas de grève, tant que les pourparlers se déroulent et que si on signe un accord, à ce moment-là, il n'est pas question, évidemment, de violer sa parole. Donc, comme dans les contrats collectifs d'avant la guerre de 1914, où on ne faisait pas grève pendant un contrat collectif, là, les conventions qui ont été signées, qui étaient d'une durée limitée, n'empêchaient pas, évidemment, les grèves éventuelles, non pas les grèves sauvages, puisque nous devions nous y opposer, naturellement, mais des grèves, disons, correctes, dès l'instant où on n'arrivait pas à s'entendre. Ça, c'était ça. Est-ce que le monde patronal a accepté facilement l'imposition de ces conventions collectives? Non, non. J'ai sur ce point-là une anecdote. Un très grand chef d'industrie, quand je dis très grand chef d'industrie, je pèse mes mots, c'était une des hautes personnalités de l'industrie horlogère lorsque nous avons négocié la convention, que nous avons dit quels étaient les buts de cette convention et plus particulièrement
que nous avons dit que nous avions négocié cette règle qui oblige à s'abstenir de tout acte propre à trouver les bonnes relations entre patrons et ouvriers, et que l'on ne pourrait pas prendre des mesures contre un ouvrier qui voudrait s'affilier à une organisation ouvrière, pas simplement à la FOMH, mais aux autres organisations ouvrières, chrétiennes sociales ou autres. Ce patron nous a dit, mais c'est entendu, mais dans mon entreprise, le premier ouvrier qui adhérera à la FOMH, je le fous à la porte. À quoi j'étais obligé de lui dire qu'il était préférable alors de ne pas signer la convention si on ne voulait pas la tenir. Je lui ai tenu tête, bien que j'y été très jeune secrétaire patronal, et par la suite, il a compris que c'était bien la voie dans laquelle on devait s'engager, puisque aujourd'hui, les ouvriers, en majeure partie de cette très grande entreprise horlogère, sont aujourd'hui syndiqués, et que non seulement le patronat, les patrons de cette entreprise sont très heureux de cela, mais qu'ils admettent très volontiers qu'il n'y a de paix véritable dans le monde horloger que lorsque les syndicats ouvriers sont forts et peuvent négocier correctement avec les organisations patronales. Une politique économique à l'échelon national avait été établie dès 1932 par l'Union syndicale suisse. C'est elle qui lancera en 1934 une initiative dite de crise afin que la Confédération adopte des mesures pour combattre celle-ci, la baisse des salaires et pour la création d'un impôt fédéral de crise. Cette initiative, très largement soutenue, sera finalement repoussée le 2 juin 1935, après plusieurs mois d'une très vive campagne organisée tant par les syndicats que par les opposants. Mais quelle était alors la politique économique pratiquée par le Conseil fédéral, notamment inspirée par le chef du département de l'économie publique, le conseiller fédéral Schultes? C'est un homme qui était un libéral de vieille école, comprenant la nécessité de certaines interventions de l'État, bien entendu, mais encore extrêmement réservé. Et c'est lui, par exemple, qui, lors d'un débat, je crois de 1932 ou 1933, disait ceci devant le Conseil national: devant un chômage tel que celui que nous vivons, il est bien entendu que nous devons aider ces pauvres gens qui sont des victimes innocentes de la crise économique, mais il n'est surtout pas question de créer des occasions de travail, de modifier artificiellement le cours normal de l'économie, parce que si l'on veut surmonter une crise économique, il faut toucher le fond du gouffre, donner un coup de pied comme celui qui se noie pour refaire surface. À l'époque, c'était des propos qui ne soulevaient même pas le scandale. Imaginez un peu si un conseiller fédéral d'aujourd'hui disait la même chose, ce qu'il adviendrait de lui. Je pense qu'il ne serait pas en poste plus de 24 heures encore. Cette crise, elle a appris quelque chose, c'est qu'il y a un moment où une certaine gravité dans les difficultés économiques, dont l'économie privée ne peut pas se rendre maîtresse à elle toute seule, que l'État doit intervenir, qu'il doit prendre des mesures, qu'il doit épauler ceux qui sont affaiblis par la crise pour préparer un avenir meilleur. On s'est rendu compte alors que la période, le temps, l'ère du libéralisme intégral était arrivée à son terme et qu'à l'avenir, il faudrait tenir compte de certains droits de l'État, mais surtout de certains devoirs d'intervention de l'État pour soutenir ceux qui luttent quand le malheur les atteint. Ça peut être toute une industrie, ça peut être toute une région, ça peut être un pays tout entier. Plus de 20 consultations fédérales furent organisées entre 1930 et 1939.
Les plus importantes porteront sur la crise et ses retombées, la défense nationale et l'organisation de notre système démocratique, comme ici la votation du 11 mars 1934 concernant la loi sur la protection de l'ordre public. Elle sera repoussée par le peuple, tout comme l'initiative des fronts visant à interdire les francs-maçons en 1937. En 1938, le peuple se prononcera sur l'introduction du Code pénal suisse, comme il s'était prononcé sur la modification totale de la Constitution, demandée également par les fronts en 1935 et qu'il refusera à une forte majorité. La participation des citoyens à ces consultations s'élevait alors à près de 70% du corps électoral. Dernier acte des grandes manœuvres. Les troupes défilent devant le chef du département militaire fédéral. Des foules immenses témoignent par leurs acclamations enthousiastes de leur attachement indéfectible au drapeau. Le peuple manifeste ainsi sa confiance dans cette armée qui représente le pays vivant, un ordre immuable, une autorité et la volonté de vivre des 22 familles suisses unies pour la défense commune. Le Parti socialiste s'est vu refuser très longtemps l'accès au Conseil fédéral, à cause notamment de ses positions concernant la défense nationale. Mais en 1936, il renoncera aux luttes de classe, à la dictature du prolétariat et votera en même temps d'importants crédits militaires. Je crois que le parti a pris là une position de raison. Il a fallu se rendre à la raison et l'idée qu'il fallait quand même essayer de sauver la démocratie en face de ces menaces du fascisme l'a emporté pour finir. Et ce n'est pas la première fois, ni j'espère la dernière, qu'on voit en Suisse, un pays qui ne peut vivre au fond que de cela, on voit la raison l'emporter sur les passions politiques. Et c'est bien à ce moment que le tournant se produit. La défense nationale acceptée, le Parti socialiste allait devenir aux yeux des partis traditionnels un parti comme les autres. On oubliait enfin la grande peur qu'il avait provoquée lors de la grève générale de 1918. L'unité du peuple suisse s'était à nouveau réalisée devant la menace nazie. Le soldat reste en dehors et au-dessus de tous les régimes politiques, le symbole de la Suisse une et diverse. Depuis des siècles, il veille aux portes de la cité, gardien fidèle de la terre des ancêtres. La Suisse vit en paix et amitié avec ses voisins, avec tous les peuples du monde. Sa neutralité a été reconnue par les puissances. Mais le soldat suisse et avec lui la nation entière se lèverait sans hésiter contre tout agresseur, d'où qu'il vienne. Tous, unis pour le plus grand des devoirs, défendraient jusqu'au dernier souffle cette indépendance qui est leur bien suprême.
1er septembre 1939, après l'ouverture du conflit entre l'Allemagne et la Pologne, le Conseil fédéral décrétera la mobilisation générale. Mais ceci appartient déjà à l'histoire des années 40.